Bien, il y a de plus en plus de rapports qui nous sont faits par des témoins crédibles dans lesquels l'objet est apparu sur place ou a disparu sur place. Il y a aussi beaucoup de rapports dans lesquels l'objet a changé de forme pendant l'observation. Et ces témoignages, on les connaissait relativement peu il y a 20 ans, en partie parce que les ufologues les supprimaient. Les ufologues aussi ont une censure, une autocensure. Et dans la mesure où ces observations contredisaient la théorie extraterrestre, les ufologues eux-mêmes ne les publiaient pas. Il n'y a pas si longtemps que les ufologues américains admettent l'existence des atterrissages. Quand je suis arrivé aux États-Unis en 1962, je me suis heurté tout de suite à des organisations comme le NICA, par exemple, qui supprimaient systématiquement les rapports d'atterrissage, parce que pour eux, ça ne cadrait pas dans l'image de crédibilité qu'ils essayaient de se donner. Donc, ce n'est que maintenant que nous commençons à avoir une bonne documentation sur ce genre de rapport. Bon, commençons par la conclusion. Est-ce que, je commence toujours par la fin, puis après ça, on est capable de voir où est-ce qu'on marche ensemble. Est-ce que, vraiment, vous êtes en mesure de démontrer à vos collègues scientifiques l'existence matérielle des ovnis? En science, on doit séparer les faits de la spéculation. Le fait que j'essaierai de démontrer devant un comité scientifique, c'est qu'il existe un phénomène physique nouveau, non reconnu encore par la science, le phénomène OVNI, qui se manifeste suivant des configurations qui sont les mêmes dans tous les pays, dans toutes les cultures depuis 40 ans. Est-ce que ça prouve l'existence de l'OVNI en tant qu'objet? Non. Est-ce que je peux aujourd'hui vous amener ici, sur cette scène, un OVNI ou un morceau d'OVNI ou une évidence concrète de la réalité de l'OVNI en tant qu'objet? Non. Alors ma spéculation personnelle, c'est que cet objet physique existe, qu'il a effectivement été vu par des témoins, que l'interaction avec son environnement est bien documentée, et qu'il correspond à une forme de conscience non humaine, mais c'est ma spéculation personnelle, elle est peut-être fausse. Nous nous rencontrerons peut-être sur cette même scène dans 10 ans, et nous aurons peut-être à ce moment-là des faits nouveaux, des théories nouvelles. Pour l'instant, c'est la meilleure hypothèse que je peux vous donner. Est-ce que cette conscience non humaine est nécessairement extraterrestre? À mon avis, non. À mon avis, il faut ouvrir l'éventail des hypothèses, et c'est justement pour ça que nous sommes dans cette étude à un point tout à fait remarquable, tout à fait passionnant, parce que pour la première fois, nous avons l'opportunité d'ouvrir cet éventail d'hypothèses. M'avait fait peur à la première lecture de Haute Dimension parce que ça ressemblait beaucoup aux théories d'Eric von Daniken. Vous savez, vous voyez des extraterrestres dans des roches, des extraterrestres dans les pyramides, des extraterrestres dans les pistes de Nazca, des extraterrestres dans les statues de l'île de Pâques, etc., etc. Et vous faites, à la première partie, je dis bien, parce qu'ensuite ça se corrige et on comprend votre façon de voir le problème. Vous nous dites que maintenant, il faut englober dans le phénomène des ovnis les apparitions de la Vierge de Fatima de Medjugorje, les farfadets, les gnomes, les sifs, les cyclopes, les fées et même la vision d'Ézéchiel. Comment expliquez-vous qu'un scientifique puisse baser ses hypothèses sur des témoignages du passé qui sont à peu près pas crédibles, empreints de beaucoup trop de psychosociologie? Tout à fait. Mais la psychosociologie est une science également, mon cher François. Je crois que vous venez de faire allusion à un grand ensemble de choses relativement disparates. D'abord, von Daniken a reçu un grand succès à travers ses livres, mais il a repris surtout des observations qui avaient été faites par des archéologues, par des scientifiques qui avaient posé le problème d'un certain nombre de mystères qui existent en archéologie. Il s'est contenté de les reprendre et de les mettre sous l'angle extraterrestre. Bon, alors je ne m'identifie pas du tout avec cette démarche, quoique je trouve intéressant la réaction qu'il y a eu au livre de von Daniken dans notre société, est une réaction tout à fait intéressante. Ce que j'ai essayé de faire dans Autre Dimension, ce n'est pas ce qu'a fait von Daniken, je ne crois pas que je parle des pyramides et des lignes de Nazca, etc., qui, à mon avis, ont probablement d'autres explications auxquelles on n'a peut-être pas encore pensé. Mais j'ai essayé de remonter dans le temps, quand on se trouve devant un nouveau phénomène en science, que ce soit une comète ou que ce soit un ovni, on se demande est-ce que cet objet a déjà été observé. La comète de Halley, par exemple, les astronomes remontent dans les vieilles chroniques, remontent à la tapisserie de Bayeux, remontent à des vieilles chroniques médiévales pour voir depuis quand cette comète a été observée avec la même périodicité. Donc c'est une démarche tout à fait normale en science de remonter dans les anciens documents. On s'aperçoit que le phénomène OVNI n'a pas commencé en 1947, il n'a même pas commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale. La première étude secrète qui a été faite par le gouvernement américain a été faite en 1943 par le Bureau des Standards, ce qu'on ne sait pas, ce qui n'est souvent pas dit dans les livres d'ufologie.
Le bureau des standards étudiait les cas qui avaient été relevés par les escadrilles alliées au-dessus de l'Allemagne pendant pendant les années 42 et 43. Mais j'ai souvent des gens qui viennent me voir ou qui m'écrivent avec des observations qu'ils ont faites en 1925, en 1930. Et quand on remonte dans les chroniques du 19e siècle, on trouve des vagues d'ovnis, en particulier cette fameuse vague du airship qui a été vue au-dessus de la Californie à la côte est des États-Unis sur une période de 3 mois, qui, à mon avis, est totalement inexpliquée. Alors quand on remonte, au fur et à mesure qu'on remonte dans l'histoire, on continue à trouver des observations qui semblent significatives du point de vue du phénomène ovni. Le problème, comme vous y faites allusion, c'est que nous perdons petit à petit le contexte sociologique et linguistique de la signification de ces rapports. Mais il y a quand même des observations qui sont tellement spécifiques, tellement bien faites, tellement bien enregistrées, qu'on est obligé de les inclure dans la table, dans la considération générale du phénomène. Par exemple, au IXe siècle en France, il y avait une vague d'observations d'ovnis au-dessus de la région de Lyon, et la population lyonnaise croyait à ce moment-là à l'existence que ces objets venaient d'une région de l'espace qu'ils appelaient la Magonie, qui se trouvait au-dessus des nuages, entre les nuages et la Lune. Et nous le savons parce qu'il y avait un homme tout à fait exceptionnel qui s'appelait saint Agobard, l'archevêque de Lyon s'appelait Agobard. C'est un homme qui a laissé 22 ouvrages de sciences, en fait de philosophie naturelle, en utilisant bien entendu les concepts de son époque, sur la météorologie, sur les phénomènes naturels. Et dans un de ses ouvrages, qui s'appelle De la grêle et du tonnerre, il décrit ses croyances populaires et il dit que, bien entendu, il s'y opposait parce qu'il pensait que l'idée qu'il pouvait y avoir des vaisseaux aériens dans les nuages, qui venaient de la Magonie, retirait quelque chose à la majesté de Dieu. Et comme il était théologien, une fois la foule lui a apporté 4 hommes, 4 individus, 3 hommes et une femme, qui venaient de ces vaisseaux. Et bien entendu, pour la foule, c'était preuve de sorcellerie, et la foule voulait les lapider. Et saint Agobard les a convaincus que ces vaisseaux aériens ne pouvaient pas exister, et que, par conséquent, ces pauvres personnes devaient être libérées. Ce qui prouve que les sceptiques peuvent quand même servir à quelque chose en ufologie. Alors, est-ce qu'il y a une description des êtres? Les individus étaient des hommes, 3 hommes et une femme. Par contre, je me suis posé la question de savoir si, effectivement, j'avais d'abord trouvé une mention de ce document dans des vieux textes français qui parlaient de vaisseaux aériens. Et je voulais savoir si c'était une erreur de traduction ou une exagération. La dernière fois que j'étais à Lyon, je suis allé à la bibliothèque de Lyon pour consulter le texte original en latin de saint Agobard qui dit « naves », c'est-à-dire des vaisseaux. Comment peut-on asseoir, justement, avec certitude, qu'il n'y a pas un peu de mythologie là-dedans, quoi? Parce qu'après tout, s'il ressemble à l'être humain, si la dame et les hommes récupérés ressemblent à des êtres humains, pourquoi parler d'extraterrestres s'ils nous ressemblent? Ils peuvent être carrément des humains qui faisaient la sorcellerie et qui étaient isolés en forêt. Dans la mesure où le phénomène semble avoir existé au cours de l'histoire, ouais, sans remonter à la vision d'Ézéchiel, qui elle-même est un document très intéressant, mais c'est un argument, effectivement, contre l'hypothèse extraterrestre. C'est peut-être un argument pour l'existence d'une autre forme de conscience qui a existé parallèlement à la nôtre, au cours de notre histoire, qui a existé dans notre environnement. Alors, est-ce qu'il y a une composante mythologique? Oui, bien entendu. Il y a un niveau mythologique, un niveau mythique à ce problème. Quand on fait, comme je me suis attaché à le faire, une table des miracles religieux, que ce soit les miracles catholiques comme Fatima par exemple ou Lourdes, ou des miracles mormons comme l'apparition de l'ange Moroni à Joseph Smith, je ne suis pas compétent pour juger du contenu des révélations que les témoins ont apportées, mais si je prends simplement les phénomènes physiques, que je les mets en rapport avec les phénomènes physiques que nous décrivent aujourd'hui les témoins des ovnis, on trouve absolument une configuration identique, c'est-à-dire des bruits, des sphères de lumière, des objets dans le ciel, des disques qui semblent violer les lois de la dynamique et de la pesanteur. On trouve des êtres de lumière, on trouve des sons, des bourdonnements, on trouve par exemple à Fatima, un des modes de disparition de cette sphère de lumière qui entourait la Vierge, c'était avec le bruit d'une fusée. Je trouve intéressant de retrouver
cette même terminologie dans des rapports de miracles et de soi-disant miracles et dans des rapports d'OVNI. Certainement, si l'observation de Fatima arrivait aujourd'hui, il y avait 70 000 témoins dont beaucoup étaient des sceptiques, il faudrait bien l'appeler un phénomène OVNI. Est-ce que, donc, votre travail, c'est essentiellement de prendre un cas OVNI qui représente une feuille de papier, votre façon de travailler qui est le carbone, vous retracez les contours par l'enquête sur cette observation OVNI et vous utilisez le carbone sur tous les autres cas OVNI afin de voir si, justement, les mêmes clés se répètent. C'est votre façon de travailler, là. J'essaye de distinguer, oui, avec cette distinction que j'essaye de... Je crois que la façon dont on introduit une confusion dans la discussion de ce phénomène, c'est qu'on mélange des termes qui s'appliquent en fait à 3 niveaux distincts. Je crois qu'il y a un niveau physique, et en termes de physique, tout ce qu'on sait aujourd'hui des ovnis, c'est qu'ils représentent une grande quantité d'énergie dans un espace restreint. Si vous voulez, l'énergie d'une petite centrale nucléaire dans un espace de, disons, 10 mètres, 15 mètres de diamètre. Cet objet se manifeste sous forme d'émissions électromagnétiques, non seulement de lumière, mais d'hyperfréquences pulsées, par exemple, ce qu'on sait depuis, qu'on a pu vérifier avec des cas français récents, comme le cas de Trans-en-Provence, qui a été étudié par le Centre national d'études spatiales en France. Et l'objet a une interférence avec son environnement que nous retrouvons sous forme de dépression, sous forme de brûlure du sol, sous forme d'un ensemble de réactions avec les radars, photographies, etc. Donc il y a effectivement un objet physique. Le deuxième niveau, c'est le niveau psychophysiologique, c'est-à-dire si vous et moi, nous nous trouvions en présence de cet objet, il y aurait certaines réactions psychiques, physiologiques, psychologiques chez nous, qui vont des effets sur les yeux, des effets de coups de soleil, de conjonctivite, parfois de cécité temporaire, désorientation du sens de l'espace et du temps. J'ai souvent des témoins qui me disent on allait vers le sud alors qu'on sait manifestement qu'ils allaient vers le nord. Ils ont perdu le sens de l'orientation pendant l'observation. Des témoins qui pensent que l'observation a duré 2 minutes alors qu'elle a duré 2 heures. Donc une désorientation dans le sens du temps et de l'espace. Très souvent des changements, souvent une paralysie. Ils disent qu'ils ne pouvaient pas bouger. Ce n'était pas une vraie paralysie parce qu'ils sont restés debout, simplement ils ne pouvaient pas se servir de leurs muscles, les muscles moteurs ne fonctionnaient plus pendant la présence de l'objet. Très souvent des changements à long terme du comportement et des troubles du sommeil. Donc ça, c'est des choses qu'effectivement, on retrouve ce modèle dans un grand nombre de cas de rencontres rapprochées. Et puis il y a un troisième niveau qui est un niveau mythique, qui est comment notre société traite ces images. Et de ce point de vue-là, le phénomène, ça n'a aucune espèce d'importance que le phénomène existe ou non physiquement. C'est comme s'il y avait un comité demain de l'Université de Montréal, ou de cette université, qui décide que Jésus-Christ, qui prouve scientifiquement que Jésus-Christ n'a jamais fait de miracle, ça n'aurait absolument aucun impact sur la chrétienté, sur la croyance religieuse qui y est attachée. Parce que le phénomène physique lui-même n'a rien à voir avec le phénomène de croyance. Si suffisamment de gens croient à quelque chose, cette chose existe.